Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Houssen Issouf Ali, qui est expert comptable et fondeur de Hodl Consulting. Il va nous accompagner, il va nous expliquer tout ce qu'il fait dans son quotidien, comment est-ce qu'il aide les entreprises à gérer leur comptabilité pour qu'ils soient un peu plus tranquilles et pour qu'ils puissent se focaliser sur des points qui sont différents, de croissance, etc. Houssen, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Hello les gars, ça va et vous? La grande, grande forme. Super content de t'avoir, avec nous. On t'a vu arriver avec une belle énergie, avec beaucoup de motivation pour cet épisode, donc trop content, trop content. Merci, merci en tout cas pour l'opportunité de s'exprimer sur un sujet, comme je le disais un peu en off, très très passionnant de la compta. Donc avec grand plaisir pour échanger sur ces sujets. Encore merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Vraiment, tu es, le bienvenu. On a entendu beaucoup de choses. On sait que Hodl Consulting, c'est une entreprise qui est en train de croître. Vous faites énormément, vous aidez, plein d'entreprises. Vous collaborez vraiment à vraiment un Web3 qui est un peu plus sûr, un peu plus safe pour les personnes qui peut-être ne sont pas aussi passionnées et qualifiées que toi justement, avec tout cet aspect comptabilité. Moi, j'aimerais qu'on commence, par, te connaître un petit peu plus et savoir, qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours pour arriver à aujourd'hui, être, là où tu es et avoir fondé, justement Hodl Consulting? Yes. Écoutez, en fait, sur mon parcours, j'ai surtout un parcours classique sur la partie expertise comptable. J'ai fait tout le schéma classique, master CCA, DSCG ensuite, et jusqu'au DEC, donc le diplôme d'expertise comptable, pour créer Hodl Consulting. Mais revenant quelques années en arrière, en fait, j'ai été 10 ans salarié où j'ai principalement en fait accompagné des sociétés de groupes étrangers, donc des sociétés françaises de groupes étrangers sur diverses problématiques, comptabilité, fiscalité, juridique et sociale. Et donc, en fait, je vais citer quelques noms comme Basic Fit, Rituals, Crocs, pour les grands noms qui sont connus, ou alors Pepe Jeans, voilà. Donc, toutes ces boîtes-là qu'on a accompagnées, en fait, quand ils sont arrivés en France, il y avait une salle de sport, un magasin, comme je le dis un peu souvent. Et ils étaient tout petits. Aujourd'hui, il y a des centaines de salles de Basic Fit un peu partout. Et donc, ma mission, c'était au départ d'accompagner ces dirigeants sur la comptabilité dans sa globalité au fur et à mesure qui grossissaient. Ils embauchaient, ils internalisaient la compta. Donc, on venait former l'équipe en interne en France. Et ensuite, après, on bifurquait aussi sur le lieu aux Pays-Bas, aux US, en Asie, pour aller former ensuite les équipes qui sont à un niveau encore plus élevé sur les spécificités françaises. Et par rapport à la partie Web3, en fait, je suis rentré fin 2016, début 2017, donc pendant le boom des ICO à titre personnel. Je ne savais même pas ce que c'était une blockchain, donc je suis allé acheter des cryptos sans connaître la technologie derrière parce que je voulais devenir riche. Je ne sais pas quel était votre parcours sur ce sujet. Je voulais devenir riche en une semaine, mais en fait, je me suis surtout bien cassé la figure et c'était assez marrant, enfin surtout enrichissant. Enfin, c'était pas marrant, mais c'était enrichissant en tout cas. Et à ce moment-là, comme je disais, en fait, pour passer le deck, en fait, on a 3 épreuves. On a 2 épreuves écrites et une épreuve qui consiste à rédiger un mémoire sur un sujet de son choix. Je voulais absolument rédiger un sujet autour d'une techno, en fait. Et je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion de parler de la crypto, etc. Donc, c'était le grand boom des ICO, comme je le disais tout à l'heure. Et je me suis dit, quel rôle pouvait avoir un expert comptable dans l'accompagnement d'un lancement d'une ICO. Et de fil en aiguille, en fait, il s'est passé du temps. Je ne me motivais pas tant que ça. Je m'y intéressais de plus en plus à titre personnel, mais sans rentrer sur la partie pro et arriver surtout la finance décentralisée. Un sujet qui m'a beaucoup parlé de par mon passé africain, où on n'avait pas forcément accès aux mêmes services financiers que les Occidentaux. Aujourd'hui, toute ma famille je suis originaire de Madagascar, en fait, et toute ma famille est encore là-bas. Et ils n'ont toujours pas les mêmes accès que nous, en fait. Et c'est un sujet, du coup, qui m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, je vais enfin pouvoir rédiger mon mémoire sur ce sujet-là. Et j'ai rédigé
du coup ce mémoire qui portait sur le thème d'un accompagnement en fait de l'investisseur dans la finance décentralisée, donc un placement de trésor en finance décentralisée. Et en gros, c'est une méthodologie que j'ai mis en place pour mes confrères et consoeurs qui potentiellement auront ce type de clients et comment les accompagner. Donc, comment faire une review fondamentale d'un protocole rapidement sans se positionner parce que on est une profession très réglementée, donc il ne faut pas se louper non plus dans la casquette qu'on porte. On n'est pas censé faire, on ne va pas faire du conseil en investissement financier. Ce n'est pas moi ou un confrère ou une consoeur qui viendra vous dire bah, tiens, investis sur AV parce qu'il est là depuis 10 ans et tout va très bien, il n'a jamais été hacké. Ce n'est pas notre rôle. Nous, c'est le client qui vient et qui nous dit bah, tiens, AV, c'est intéressant, qu'est-ce que tu en penses? Là, moi, je dégaine du coup ma méthode pour review de manière fondamentale en fait le protocole sans parler de l'audit de smart contract parce que en interne que sur moi ou chez Odol Consulting on n'a pas cette compétence et aussi bah, tout ce qui est sujet bah, au wallet, au vocabulaire à avoir parce que c'est souvent aussi c'est ce que je remarque en fait avec les clients que je rencontre en fait ou des prospects qui me disent bah, en fait quand je parle de wallet, quand je parle de bah, j'ai fait tel swap ou je suis allé sur tel L2 ou machin, bah, le professionnel me regarde avec des grands yeux. Donc moi j'ai la chance justement de naviguer à titre personnel dans cet écosystème, donc je suis beaucoup plus familier et du coup j'ai essayé de transmettre tout ça dans le mémoire. Et une fois que j'ai été diplômé, l'écosystème français aussi, Web3, ne faisait que grossir. On a de très, très belles boîtes Web3 en France. Je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion de mêler, en fait, de lier ma passion à mon métier. Et c'est comme ça que Odol Consulting est né. Voilà. Ah génial, génial, génial. Donc ouais, comme tu dis, un parcours, de comptabilité plutôt classique, mais du coup qui s'est mélangé avec la découverte, de la blockchain. C'est un des points, qui moi je trouve est le plus beau aussi grâce à la blockchain un petit peu. On sait qu'on a cette débancarisation, bah, qui touche, énormément, énormément de pays et la blockchain, vient donner une solution à justement à toutes ces personnes qui ont envie, bah, de pouvoir avoir accès alors à des services comme, tout simplement, bah, l'envoi d'argent, dans un autre pays, ou en recevoir. On a aussi, bah, tous ces systèmes où on peut, bah, mettre des tokens, en gage pour faire des emprunts et cetera, avec un système décentralisé tu as cité Aave, voilà, qui fonctionnent et qui sont aujourd'hui, des alternatives qui sont pas parfaites comme tu as dit, où il peut y avoir des choses, il peut y avoir des hacks et cetera, mais en tout cas, bah, qui aident beaucoup de personnes et du coup, moi je l'ai vu avec, aussi en Amérique latine, beaucoup de personnes qui veulent travailler avec, dans ce secteur-là parce que c'est aussi un sujet. Pour avoir vécu là-bas, en fait, les gens n'ont pas de compte bancaire, n'ont pas de carte de crédit, n'ont pas de et c'est tout est en cash, tout est comme ça et ça change la façon aussi de consommer, heu et ça ferme beaucoup de portes. Ça ferme beaucoup de portes. Nous, on en parle souvent avec la tokenisation parce que justement, c'est un point clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, les gens, comme tu dis, s'ils sont à Madagascar, bah, ils pourraient très bien, acheter, des tokens d'un immeuble qui est à Paris, C'est ça. grâce à la blockchain, très facilement et en tout cas, je te rejoins vraiment à 1000 pour cent, pour ça. Je trouve que par rapport à ça, la blockchain, c'est vraiment mais vraiment, c'est une valeur ajoutée, bah, pas pour les institutions du coup, mais pour le Ouais. peuple, quoi, vraiment. Bah, les institutions arrivent, mais tu vois, même si on parlait de crypto volatile ou d'autres sujets complexes, le stablecoin, en fait, vient résoudre énormément de choses. Moi, typiquement, c'est l'explication que je donne. J'essaye d'adapter mon discours en fonction des personnes et de leur background pour expliquer ce qu'est la blockchain, les cryptos, les cas d'usage. Et en fait, les stablecoins, c'est un exemple que j'explique assez régulièrement, justement, à ma famille ou à mes amis à Madagascar. C'est justement pour envoyer aujourd'hui, moi, si je dois envoyer 10 000 euros à Madagascar, ça me prend plusieurs jours. Bien sûr, il y a la mobile monnaie. Hein, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent en instantané, mais c'est centralisé. Donc, il se passe, si on prend le chemin classique,
on passe par une banque, ça prend plusieurs jours, ils vous demandent, vous êtes sûr de l'envoyer? Est-ce que, pourquoi vous l'envoyez? En fait, il se passe, il y a un spread, il y a des frais en plus de l'attente. C'est ultra compliqué, alors que là, on est en train de discuter. Je peux envoyer à mon frère qui a plus de 10 000 km en instantané pour quelques centimes 10 000 USDC en fait. Donc ça, c'est comme ça aussi que j'explique. Et ne serait-ce que voilà, justement, les stablecoins viennent résoudre cette problématique aussi de volatilité et c'est un vrai cas d'usage assez sympathique, économiquement parlant. Ouais, 100%. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément accès à des systèmes, des applications, des banques en ligne, justement, ce que tu disais, ça peut se faire en instantané. Mais si c'est des personnes qui doivent attendre que la banque, elle ouvre pour y aller, déposer, etc. Enfin voilà, c'est encore plus compliqué. Là, ça peut se faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et du coup, quel a été, parce que c'est un angle assez différent, et c'est là-dessus où je suis assez curieux, c'est justement quelle a été toi ta vision de dire, ou peut-être le problème que tu as vu dans l'écosystème Web3, où tu t'es dit, ah là, je peux apporter une solution. Qu'est-ce que tu as vu comme pratique ou comme challenge qu'avaient les entreprises justement dans le Web3 par rapport à la compta, où toi tu t'es dit, ok, je vais apporter vraiment cette solution sur le marché? En fait, il n'y a pas de solution type et il n'y a pas, en fait, chaque société a des problématiques différentes en fonction de son activité. Par exemple, une société qui fait de la vente de NFT, elle n'aura pas la même problématique qu'une société qui est prestataire sur actifs numériques, donc le fameux PSAN. Et donc, en fait, on s'adapte à ces problématiques et surtout le challenge qui est premier aujourd'hui, en fait, c'est sur le sujet de la réglementation. J'ai vu que vous avez reçu un certain nombre d'acteurs sur ce sujet, notamment Faucine de la DAN, dans lequel moi je suis également membre dans le groupe comptabilité fiscalité. En fait, on navigue aujourd'hui avec une littérature quasi inexistante. La dernière littérature elle date de 2020, elle parle des ICO, donc 3 ans après le boom des ICO, et elle traite d'EPSAN. Okay, donc tout ce qui est NFT, DeFi, métavers, DAO, tokenisation et voilà tous les autres mots qui vont arriver incessamment sous peu avec le prochain bull, ça n'existe pas. Et en même temps, l'administration, enfin la réglementation ne peut pas aller aussi vite que la technologie. Donc en fait, on essaye d'éclaircir, d'aider les dirigeants à y voir plus clair, à sécuriser les états financiers. Tu vois, par exemple, la question que j'ai assez régulièrement, j'investis en crypto, c'est quoi l'impact dans les états financiers? Elle peut avoir différents impacts. Tu es un trader de Bitcoin, on va prendre la première crypto-monnaie. Tu es un trader de Bitcoin, ça va, et si tu es trader, du coup, c'est ton activité principale, ça va aller dans le stock, au stock, dans tes états financiers, et ça va aller dans ton résultat d'exploitation, les gains et les pertes que tu fais. Okay, alors que si tu achètes du Bitcoin, tu as une entreprise classique, tu achètes du Bitcoin pour 5 ans, ça ira dans un compte d'actifs qui s'appelle l'immobilisation, donc la classe IMO. Et donc, c'est un traitement comptable qui est différent, encore une fois. Et le troisième cas de figure, tu achètes de la crypto, tout simplement pour reprendre ton exemple de tout à l'heure, pour payer des gars, des freelances qui sont au Venezuela ou en Argentine. C'est un traitement comptable qui est également différent, ça ira dans un compte de cash. Donc, en prenant juste l'exemple du Bitcoin, on est dans 3 catégories de comptes comptables avec des impacts sur les états financiers qui sont complètement différents. Quand tu dis ça à un entrepreneur, il dit je ne comprends pas en fait. Pourquoi pour les devises, ce n'est pas comme ça en fait? Donc, typiquement, ça, c'est une spécificité. Après, il y a toute la problématique de la fiscalité. Il y a des choses, on sait, il y a des NFT, TVA, pas TVA, il y a des ICO qui se lancent. Est-ce qu'il y a TVA? Il n'y a pas de TVA. Donc, c'est tout ça en fait qui fait que on facilite ce travail pour les entrepreneurs qui se lancent dans l'écosystème Web3 en fait, parce que manque de littérature, on navigue et en plus de 2 ans, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'acteurs dans différents secteurs
du Web3, tu vois, donc tokenisation, DeFi, NFT, des traders, des mineurs et aussi des boîtes classiques en fait qui veulent investir la trésor. Et ça, c'est justement le grand sujet en ce moment avec les signaux qui sont en vert. J'ai de plus en plus de prospects qui viennent me voir. Oussane, j'ai envie de placer de la trésor excédentaire en crypto. Comment je fais par qui je passe? C'est quoi l'impact? Comment je peux sécuriser tous ces sujets-là? Voilà. Ah super, ouais, super intéressant ce dernier point en plus là que tu dis où oui, là, mais on le sent, hein, on le sent en tout cas, enfin pas au niveau du retail, mais au niveau des boîtes, ah oui tiens, mais du coup on pourra les sécuriser. De toute façon, il y a plein de grosses entreprises, qui font ça, qui investissent directement dans les cryptos. C'est un sujet sur lequel, on peut aller un petit peu. Je suis assez, curieux du coup d'avoir, ton avis là-dessus, plus ou moins en profondeur. Mais, à quel point ça peut être, alors c'est de l'investissement dans tous les cas, ça c'est sûr. Donc, l'investissement ça reste, évidemment on met pas 80 de la trésor de la boîte. Évidemment, Ouais. enfin voilà les bonnes pratiques, et cetera. Mais toi, c'est quoi ta vision par rapport à ces entreprises qui disent: «OK, bah, en fait, j'ai envie de mettre une partie, de ma trésor, X soit dans du stable ou soit même dans des cryptos, qui peuvent fluctuer dans du bitcoin, de l'ether et cetera». C'est quoi un peu toi ta vision ou ce que tu as vu, peut-être des cas que tu as vus? C'est souvent une question que j'ai et en fait, tout dépend de quelle casquette je mets. Est-ce que je mets ma casquette d'expert comptable ou est-ce que je mets ma casquette de Web3 lover en fait? Pour répondre de manière pragmatique, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, un investissement en crypto à partir d'une boîte, elle se fait systématiquement sur de la trésorerie excédentaire. Okay, donc, en fait, si c'est ta trésor pour payer tes salariés, tes charges, ta TVA, ta fiscalité ou etc., ça, c'est niette. Tu ne peux pas utiliser cette trésor. Ça va de soi, hein, mais j'ai ce type de questions. J'en ai eu et j'ai également eu des clients qui ont placé cette trésor parce qu'ils étaient fans de telle ou telle crypto et voilà, c'était des maxis d'une crypto en question, et ils se sont cassés la figure. Mais sauf que là, l'impact est différent quand tu es en entreprise. Donc, tu places uniquement ta trésor excédentaire, ça c'est la première chose, et c'est très bien. Donc, je reprends également ma casquette quand on me dit, est-ce que ça vaut le coup, de placer ta trésor en crypto? Effectivement, sans faire du conseil en investissement, je te dirais, écoute, va au moins sur des cryptos qui sont très très sûrs. Tu n'iras pas sur le PP ou le banque ou la crypto du moment parce que tu ne sais pas ce qui va trop se passer avec cette crypto-là. Ça, c'est la première chose. Et aussi, en fait, c'est quoi ton profil? Pourquoi tu investis? Est-ce que tu t'y connais déjà en investissement? Est-ce que tu as investi à titre perso? C'est un peu les questions que je pose à mes clients. Donc, ça, c'est la première chose. Est-ce que tu t'y connais? Parce que derrière, après, il y a les enjeux en matière de sécurisation. Est-ce qu'on passe par un PSAN? Est-ce qu'on passe par un exchange qui n'est pas PSAN, mais qui est là depuis très longtemps, type Coinbase, qui est régulé aux États-Unis, ou Kraken, par exemple, pour ne citer que? Ou alors, est-ce que si tu es un grand fan, tu peux également passer par des systèmes décentralisés et gérer toute la partie non custodial en fait, donc un Ledger, un MetaMask ou peu importe. Donc toutes ces questions-là qui sont à déterminer ensemble et sur quelle période tu vas investir aussi. Et pourquoi tu investis? Parce que si c'est vraiment de la trésor dormante, ok. Mais si elle n'est pas si dormante que ça, est-ce que ça vaut le coup de placer sur un actif qui est volatile? Si tu me posais également la question des stablecoins, pourquoi les stablecoins aujourd'hui? Ce n'est pas pour espérer quelque chose avec ces stablecoins. Au contraire, il y a des problématiques de dépeg et aussi des problématiques de taux de change entre entre le dollar et l'euro, parce que la majorité aujourd'hui, plus de 80%, si je ne dis pas de bêtises, des stablecoins sont dans le sous-jacent et le dollar. Tu vois, donc tu te mets en face de ce risque de change. Donc, si c'est pour les placer ensuite en stacking ou en DeFi, pourquoi pas? Parce que tu pourras potentiellement avoir des intérêts un peu plus élevés que le compte à terme sur la partie boîte. Et je ne sais plus le troisième, j'ai oublié. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais donc, ouais, pourquoi tu investis? C'est quoi les risques? Et est-ce que tu es familier à tout ça? Mais si ça me revient le troisième, on reviendra dessus.
N'hésite pas, n'hésite pas. En tout cas, c'est très, très intéressant, Houssem, ce que tu dis et vraiment, ta vision ultra grosse qui est pas seulement: «OK, moi je suis là, je suis expert comptable et je fais juste la comptabilité». Tu es là pour apporter vraiment quelque chose, on va dire, du clé en main. Tu fais un petit peu le couteau suisse, c'est-à-dire que tu proposes plein de choses et le fait de pouvoir proposer plein de choses, bah, ça permet de toucher, on va dire, des acteurs différents. Et ça, c'est vraiment très important dans un écosystème Web3 qui est encore naissant, qui est vraiment on est vraiment tout au début. Tu fais partie peut-être même des early, enfin tu fais partie des early comptables, en tout cas experts comptables dans le secteur, et vraiment bravo à toi pour d'être engouffré dans cette brèche avant tout le monde. C'est vraiment très intelligent. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, sur la partie comptable, il doit y avoir vraiment des défis sur toute la partie actifs numériques, crypto-monnaie pour les sociétés. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des défis que tu as au quotidien pour la partie comptabilité, sur tout ce qui est actifs numériques, crypto-monnaie? Comment, je ne sais pas comment ça se comptabilise et comment tu gères toute cette partie-là? Sur la partie compta, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez trois possibilités en général de les comptabiliser. Donc, soit dans la classe d'actifs d'immobilisation, si vous êtes un investisseur, si vous avez de la trésor à placer sur du très long terme, type micro-stratégie, hein, voilà, la boîte US qui achète du Bitcoin et qui va vendre, je ne sais pas, dans les années 2100, j'ai l'impression il va mourir avec. Tu as aussi ceux qui achètent des cryptos ou des jetons, ou peu importe, les cryptos actifs dans sa globalité pour payer des fournisseurs ou recevoir aussi moi, typiquement, au cabinet, il y a des clients qui me payent en crypto. Donc, c'est comptabilisé. Moi, je peux vous prendre mon cas à moi. Dans ma propre compta du cabinet, j'ai des cryptos qui sont dans la classe d'actifs d'IMO parce qu'elles sont là pour très longtemps. Bien sûr, ce n'est pas le PP. Et ensuite, j'ai des cryptos que je reçois pour payer tout simplement, enfin, pour recevoir, pardon, des créances de mes clients et que j'utilise parfois tout simplement pour acheter un NFT, par exemple. Donc, tout dépend du cas de figure pour la comptabilité. En fait, un des défis aujourd'hui qu'on a, c'est que chaque transaction est censée être comptabilisée, doit être comptabilisée. C'est pas censé, c'est doit être comptabilisé. Et ce qui se passe, c'est que la collecte d'informations est très compliquée. Et en fait, on est en France et même si on était aux US, OK, on parle de Bitcoin, on parle de crypto, de Web3, pardon, mais ça reste une compta dans une monnaie fiat. Donc, on a l'obligation de convertir chaque crypto au moment où elle interagit avec la société dans la monnaie du pays en question. Donc là, en l'occurrence, pour les sociétés françaises, en euros. Donc, tu achètes, je ne sais pas, une crypto de l'Ether maintenant, quand on parle, elle est à 2000. Donc, moi, je vais comptabiliser 2000 en euros pour dire que tu as acheté cette crypto. Et ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, c'est très compliqué d'aller, enfin, pour un ou deux achats, il n'y a pas de souci. Mais quand, typiquement, moi, j'ai des clients qui font des ICO ou alors qui utilisent la DeFi ou qui sont des traders, je ne peux pas le faire manuellement parce que sinon, il faut que je sois branché H24 sur CoinGecko ou CoinMarketCap pour aller récupérer à l'instant T les valeurs. Et ce qui se passe, c'est que il y a des outils qui existent, mais elles sont, bon, de toute façon, les outils parfaits n'existent pas, mais elles sont pas encore compliant. Et la difficulté également qu'on a aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a de plus en plus de L1, de L2 aussi. J'ai un client qui est un gros stacker de CAPS sur la blockchain Ternoa. Aujourd'hui, j'ai aucune solution pour ce client. Ni même Ternoa n'a pas de solution. En fait, aujourd'hui, elle ne permet pas d'extraire sur CSV toutes les transactions qui sont effectuées. Donc, on le fait de manière complètement artisanale, par exemple. Donc, et pareil, j'ai des clients sur Algorand, j'ai des clients sur Atom. Donc, chaque blockchain a ses spécificités qui rend complexe la collecte, le suivi et ensuite la comptabilisation. Limite, la compta, c'est une fois que tu as saisi c'est quoi le business model du gars, c'est quoi le truc, tu sais comment automatiser ce process-là, mais aller récupérer ces informations, c'est une des grosses galères que nous avons. Les solutions étrangères sont beaucoup plus avancées que les deux, trois solutions françaises qui existent sur le marché, mais elles ne sont pas compliantes avec la France. Donc, on est obligé de retraiter également derrière tous ces éléments. Voilà. Ouais, donc il y a un gros, comme tu dis, au niveau, en fait, le plus dur, c'est pas forcément enfin, à partir du moment où tu as les données, voilà, tu peux faire ton travail tranquillement, mais ouais, le fait est que
aller récupérer ces données, ça peut être, c'est le plus gros challenge en tout cas, auquel tu es confronté, ouais. La collecte des données et aussi justement en fonction des systèmes. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un point que je mets en évidence assez régulièrement en ce moment. C'est vous avez une société, vous devez peut-être être familier avec le terme fichier des écritures comptables si votre comptable vous a parlé de ça. Et en fait, c'est un fichier qui est normé. Donc, peu importe votre expert comptable, peu importe le logiciel comptable que vous utilisez, ce sera toujours le même. L'output, ça va être le fichier des écritures comptables, donc le fameux FEC. Et ce qui se passe, c'est que moi, là où c'est très compliqué aussi, et on ne parle même pas des plateformes non régulées en France. Typiquement, ce que je demande, en fait, c'est que pour les PSAN, on ait un espèce de relevé normé. Parce que si vous allez chez les PSAN, en fonction des PSAN, chacun a son propre relevé. Même là-dessus, du coup, il n'y a aucune automatisation possible. Et en fait, ça, du côté du client, c'est un peu compliqué. Il n'arrive pas à comprendre qu'on passe du temps, du coup, qu'ils sont obligés de payer un peu plus cher ces prestations parce qu'aujourd'hui, ça reste de l'artisanal. Voilà. Ouais, ça reste, ouais, comme tu dis, ça reste il faut faire encore, pas mal de choses, à la main. Ça peut être en tout cas une idée de ouais, de business aussi, encore une fois, tu vois? Si on analyse un problème, il y a sûrement des gens qui vont arriver en disant: «OK, on va créer un SaaS, on va créer un truc qui va récupérer ces données-là, les traiter et les ressortir d'une façon, claire et qui est compliant et qui va aider justement, pour la compta. En tout cas, peut-être futur projet de Holdol Consulting, on ne sait pas. Mais Non, il y a énormément. Alors moi, j'aide les projets qui bossent dessus, que ce soit yes, à la fois françaises ou étrangères. En fait, il y a 2 ans, je ne sais pas si on a le droit de citer les noms ou pas, mais il y a une grosse solution qui est très connue, en bien tout cas sûr. au niveau des particuliers, que j'avais aidé justement sur ces problématiques d'output, de fichiers d'écriture comptable, d'essayer d'automatiser. En tout cas, on a bossé ensemble, mais le projet n'est pas sorti. Et là, typiquement, il y a 2-3 solutions qui existent et il y en a une que j'ai beaucoup aidé pour pouvoir mettre tout ça en place. Et voilà, il se développe assez bien. Il y a des solutions qui existent. Je n'ai pas dit qu'elles n'existaient pas. C'est juste que toutes les blockchains ne sont pas encore là. En même temps, il y a tellement de L1 ou L2 qui sort que c'est comme la réglementation. C'est compliqué d'être à jour de tout. Et si même la solution native même ne te permet pas d'extraire des données, c'est compliqué aussi, comme je citais pour Polkadot Ternoa. Aujourd'hui, il n'y a aucune. La porte est fermée entre cette blockchain et les systèmes existants. Donc, aucun moyen d'automatiser ou de collecter quoi que ce soit que de le faire de manière, soit de le construire soi-même, c'est de trouver un moyen, ou sinon de le faire un peu à l'ancienne sur Excel. Et puis voilà. Ouais. Ah donc il y a quand même des solutions en tout cas, comme tu dis qui sont, mais c'est juste que, il y a tellement de projets au final qui arrivent que, les projets ils peuvent pas s'adapter à tout, et avoir cette, interopérabilité, sur, toutes les blockchains qui peuvent pas voilà, aller partout, et cetera. Ça aussi c'est sûrement un effort que les blockchains doivent faire, d'avoir Ouais. aussi, ce travail de OK, je reconnais qu'il y a d'autres blockchains, j'aide à faire en sorte que, il y a des échanges qui puissent se faire, plus facilement au niveau de la collecte de data, qui va aider au final, tout le monde va être aidé par ça. Il y aura jamais qu'une seule blockchain. C'est ça. On le sait. Donc, toutes les blockchains, en tout cas les nouvelles, ont intérêt à mettre en place ce genre de choses ou laisser de la place pour des mises à jour qui vont le permettre, dans le futur, quoi. Yes. OK. Et Ouais, il faudra. vas-y, Jean. Ouais, je disais, il faudra vraiment que ça continue à se développer. On est vraiment tout au début et je pense que ça va continuer à se développer. Et sur le fait du développement, il y a quelque chose que tu mets beaucoup en place, Houssen, c'est toute la partie formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que tu fais sur la partie formation, sensibilisation à l'espace et à la comptabilité dans le Web3, les crypto-monnaies, etc. On sait que tu as plusieurs initiatives. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais pour éduquer un petit peu le marché et les entreprises dedans? Yes, avec plaisir. En fait, il y a plusieurs initiatives. C'est quelque chose, en fait, voilà, moi, je pars du principe, j'ai pas pour ambition de devenir un Big Four, donc un KPMG ou un EY ou un Price de la comptabilité crypto. Et donc, en fait,
de plus en plus, comme on en parlait tout à l'heure, il y a de plus en plus de boîtes Web3 qui se lancent et je n'ai pas pour ambition d'avoir 100% des boîtes Web3 dans mon portefeuille. Ce qui veut dire que il faut que les experts comptables soient formés sur ces sujets-là et il y a eu déjà énormément d'initiatives de la part de l'Ordre des experts comptables sur ce sujet depuis très très longtemps et je m'aperçois en fait dans les différentes manifestations qui apparaissent que les salles sont de plus en plus pleines sur les sujets crypto Web3. Maintenant, me concernant, du coup, en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai toujours voulu partager ce savoir. Et en termes d'initiative, on a lancé une première formation qui se déroule en webinaire que j'ai réalisé avec une juriste qui s'appelle Clémence Crémona. Et ensuite, Olivier Martin, qui est un avocat fiscaliste, qui est dans le sud de la France. Et vous pouvez typiquement contacter Clémence si jamais il y a des experts comptables qui nous écoutent ou même des collaborateurs ou des DAF ou des start-upers qui s'intéressent au sujet du légal et de la fiscalité, comptabilité du Web3. Ils peuvent nous contacter sur ces sujets-là. Et donc, en fait, c'est un webinaire sur plusieurs modules qui se fait à distance pour comprendre les enjeux légaux, comptables et fiscaux du Web3. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je communique assez régulièrement soit sur mon profil LinkedIn, page personnelle, ou alors sur la page d'entreprise Odol Consulting, sur des sujets, typiquement comment on gère une ICO comptablement, par exemple, ou est-ce que les NFT sont soumis à fiscalité, quels sont les sous-jacents qui sont soumis à fiscalité ou pas soumis à fiscalité. Et on a lancé, comme on discutait tout à l'heure en off, depuis janvier 2024 du coup de cette année, en fait une chaîne YouTube qui s'appelle du coup Odol Consulting comme le nom du cabinet. Et c'est des mini-séries. Alors moi je suis un grand fan, je ne sais pas si vous connaissez Filmatix. J'ai beaucoup appris la finance décentralisée grâce à cette chaîne qui explique avec des graphiques, des termes assez simples. J'utilisais du coup le même logiciel pour pouvoir réaliser ces mini vidéos sur la compta crypto. Et donc, là, il y a eu une quinzaine de vidéos au départ pour expliquer comment gérer une compta crypto, c'est quoi la fiscalité des NFT, est-ce que les œuvres d'art sous format NFT sont soumis à TVA, comment on gère la tokenisation comptablement, etc. etc. Et il y a d'autres choses qui arrivent également. Donc, il y a des CFO Web3 qui vont venir raconter le parcours. C'est en train d'être monté et bientôt publié sur la chaîne. Donc qui racontent un peu leur parcours de comment eux de leur côté, parce que du coup moi j'ai la casquette d'expert comptable, mais eux ils sont aussi au quotidien avec le dirigeant, comment ils gèrent cette partie CFO, c'est quoi leur problématique, c'est quoi leurs contraintes. Donc c'est aussi des discussions assez enrichissantes que j'ai eues avec mes pairs, mais qui portent une autre casquette. Et tout à l'heure je ne l'ai pas évoqué aussi, en fait on fait de l'expertise comptable chez Odol Consulting. Et c'est quelque chose que je ne mets pas assez également en avant, mais on fait de plus en plus aussi de tout ce qui est CFO externalisé. Donc, mais c'est très spécifique, c'est-à-dire, je n'irai pas dans une boîte qui vient de se lancer. C'est minimum, il a au moins 5 salariés, il a levé au moins 500 000 euros et il y a des vrais besoins de croissance rapide, de structuration, de choix d'outils, d'aide sur quel contrat salarié mettre en place, comment gérer justement cette croissance rapide, quel KPI choisir et comment sécuriser aussi les wallets. Donc, on fait également de manière exceptionnelle et enfin, je veux dire surtout de manière temporaire. On a des clients qui nous sollicitent une fois par mois ou chez qui on intervient pour payer des factures, par exemple, pour suivre le cash, pour les aider également à lever des fonds, etc. etc. Voilà. Ok. Ce qui est un truc qui est vraiment super important dans tous les business et surtout, je pense dans le business de la comptabilité, c'est la réactivité. C'est très, très important d'être réactif sur les besoins des clients. C'est très important d'être toujours là, disponible pour pouvoir apporter une solution de dernière minute.
On sait souvent que les gens se réveillent à la dernière minute quand ils ont un problème pour appeler le comptable. C'est souvent comme ça. Comment toi, tu arrives à maintenir un niveau de réactivité, de disponibilité avec tes clients et surtout avec l'écosystème Web3, qui est parfois un écosystème où voilà, ils sont encore en développement, en création, souvent un écosystème jeune, donc c'est pas aussi corporate que certains autres écosystèmes du monde entier au niveau business. Comment tu arrives à gérer toute cette partie réactivité, disponibilité? Je sais que tu as des équipes. Comment ça se passe? Honnêtement, c'est très, très compliqué. Ah oui. En fait, ça fait partie de ma culture et aussi, surtout, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi quand j'étais salarié. En fait, moi, je déteste qu'on me réponde après 48 heures quand je sollicite un prestataire, un fournisseur. Et j'estime que quand un client me demande quelque chose, c'est tout à fait normal que dans la journée ou au plus tard, la journée d'après, il ait un retour. Donc, on essaye de maintenir ça. Quand j'étais seul, c'était très facile. Aujourd'hui, comme maintenant que j'ai des salariés, c'est quelque chose que j'inculque assez régulièrement. Et là, j'ai des clients Web3 où il se passe des choses. Le Web3 évolue. Aujourd'hui, on parle de quelque chose. Demain, potentiellement, le token il aura disparu ou l'ICO ne serait pas lancé ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut être tout le temps réactif sur tous ces sujets-là. Et ça vient aussi, du coup, comme je disais, de mon passé, de mon ancienne entreprise, où les clients internationaux étaient très, très exigeants. C'est-à-dire que quand ils nous écrivaient, c'était un peu, en gros, ils nous faisaient comprendre que la réponse, on la voulait pour la veille, en fait. Donc, on faisait tout notre possible pour répondre très, très rapidement. Et aujourd'hui, en fait, moi, typiquement, un gros client que j'ai récupéré il y a quelques mois, qui m'annonce que il faut qu'à la fin du mois, quoi qu'il arrive, on sort sa compta parce qu'en fait, il fallait un reporting à donner sur le Launchpad dans lequel il se lançait. Et c'était une question, en fait, je ne vais pas dire de vie ou de mort, mais avec des enjeux financiers très, très importants. Il devait absolument se lancer sur ce Launchpad pour des raisons économiques. Et donc, pour ça, il fallait sortir le reporting. Donc, on a dû bosser jour et nuit pour répondre favorablement à ce besoin-là. Donc, et moi, voilà, je trouve ça normal. Enfin, je ne fais pas plus d'efforts. Hein. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne fais pas plus d'efforts que ça. Et c'est dans les valeurs, en fait, du cabinet. Une discipline. Exactement, c'est une discipline. Et en fait, ça fait partie des valeurs du cabinet. Et on est en plus sur tous les réseaux, justement, de par le Web3. Il y a des clients avec qui je suis sur Discord. Il y a des clients avec qui on est sur Telegram. Il y en a qui sont sur WhatsApp. Et pour certains, on utilise encore l'email. Donc, voilà. Disponibilité aussi, on s'adapte en fonction des habitudes du client parce que chaque client n'a pas les mêmes habitudes. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Surtout quand on a une vie de famille, quand on veut prendre des vacances et que le plus gros client de ton cabinet t'appelle, il y a une urgence, tu dis à ta femme, écoute, je vais me cacher pendant une demi-journée, il faut que je bosse et c'est comme ça. Et après, pour moi, c'est un plaisir aussi. Tu vois, quand moi, j'éteins mon PC avec ma casquette d'expert comptable, je le rallume aussitôt parce qu'il y a tous mes wallets, tous les machins. Je vais aller diguer. C'est quoi la dernière connerie qui est sortie? Là, en ce moment, c'est la chasse des airdrops. Donc, je passe mon temps. Voilà, en fait, c'est aussi la chance que j'ai, c'est de bosser avec des clients que j'adore dans une activité que j'adore. Où je passe déjà beaucoup de temps à titre perso, en fait. Donc, voilà, pour moi, voilà, il n'y a pas vraiment de sujet sur cette question de disponibilité et de réactivité. C'est un peu naturel. En tout cas, bravo pour ta discipline. Bravo vraiment pour ta discipline et ton naturel. Alors, si tu dis que c'est du naturel, c'est du naturel. Je pense que c'est surtout du travail et de la discipline qui fait que voilà, tu as cette rigueur qui te permet de dire, OK, moi, en 48 heures, il faut que j'ai répondu à un client. Sinon, je ne trouve pas ça cool et tu mets ça en place et tu y arrives et tu le maintiens. Donc, félicitations à toi. Et je n'ai pas eu le temps de rebondir sur le sujet, mais félicitations aussi pour la chaîne YouTube que tu as lancée. Vraiment, on invite tout le monde à aller voir la chaîne YouTube de Houssen. On partagera les liens, bien sûr, de la vidéo en bas. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller regarder. J'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeur au vu de tout ce que tu connais et tout ce que tu es capable de faire. Au jour d'aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui est très important dans l'écosystème Web3, c'est la partie accompagnement sur les levées de fonds.
On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs du Web3 et des jeunes sociétés qui ont besoin de lever des fonds, certaines personnes en fiat, d'autres en actifs numériques, je vais y arriver, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce processus? Parce que souvent, les gens font appel à un notaire, un comptable, un avocat, mais souvent un expert comptable aussi. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce processus et tous ces défis que tu as au quotidien sur l'accompagnement d'une levée de fonds, comment ça se passe et comment tu conseilles les sociétés? Une levée de fonds en equity, c'est quelque chose, ou en fiat, pardon, surtout. En fait, tu as différents types de levée de fonds. Donc, Ouais. en equity ou en token. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, que ce soit pour l'equity ou le token, tu as la possibilité éventuellement de payer soit en fiat, soit en crypto. Sur la partie conseil et l'accompagnement de le consulting, quand par exemple, il y a une ICO, on nous sollicite souvent sur plusieurs cas de figure. Le premier, c'est souvent éventuellement, par exemple, pour s'assurer que les informations financières qui sont mentionnées dans le white paper sont cohérents. Tu vois, c'est pas moi qui va dire si c'est un utility token ou un security token, pardon, je vais y arriver également, parce que c'est du legal opinion et c'est de la prérogative d'un avocat de se positionner sur ce sujet-là, même si dans les faits, on sait si c'est un utility ou un security. Ensuite, il arrive parfois aussi que des founders bossent pendant 1 an, 2 ans sur des projets. Ça, c'est ce que j'ai assez régulièrement et qui nous disent en fait, il faut valoriser ce temps. On va lancer un token et on aimerait connaître le coût du token en question. Okay, parce que derrière, tu as des enjeux en matière de fiscalité et aussi en matière sociale. On n'a pas beaucoup parlé de ce sujet-là, mais si on a l'occasion, on reviendra dessus. Sur le sujet de la fiscalité, c'est-à-dire que tu es un porteur de projet dans une ICO, tu reçois en tant que founder des tokens. Ce token a un prix, tu l'as probablement reçu à un prix différent du prix que le marché, enfin que les personnes publiques vont acheter sur un marché public. On va y arriver avec ce mot public. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il ne faut pas que le prix soit complètement décorrélé de la réalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se base sur des critères, là en l'occurrence sur des coûts de production, pour pouvoir évaluer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu l'évalues à zéro, au moment où tu vas le vendre, ta plus-value, c'est zéro moins le prix de vente. Donc, fiscalité importante, là, on est à 30% sur la flat tax. Donc, ça, c'est la première chose. Et aussi sur la partie sociale. Derrière, quand tu veux offrir des tokens à tes premiers salariés pour les incentiver ou même des advisors, tu as des impacts aussi en matière de charges sociales, c'est-à-dire que tu les offres en quelque sorte, enfin, ce n'est pas vraiment une vraie offre parce que dans une quelconque manière, le salarié, lui, va payer de l'impôt sur le revenu au moment où il va le revendre. Il faut qu'il gère cet aspect-là. Donc, il faut qu'il y ait un prix. Donc, ça, c'est une chose. Et aussi du côté de l'employeur qui, lui, va payer des charges sociales au même titre qu'un salaire classique. Donc, il va payer des charges sur c'est en quelque sorte un avantage en nature dans le jargon des comptables qu'offre la société. Je vois que ça sur la partie de levée de fonds. Après, il y a des mises en relation qu'on fait. On constitue un réseau assez important à force de côtoyer, que ce soit à titre perso ou à titre pro, des investisseurs, des personnes qui peuvent devenir des advisors parce qu'ils ont des appétences spécifiques, par exemple sur la gouvernance dans une DAO, etc. Et comme la chance que j'ai, en fait, c'est que je suis au milieu de tout ça, en fait. Même si c'est un secteur qui est tout petit, mine de rien, qui existe depuis moins de 10 ans, en fait, moi, avec ma casquette, comme je disais, en fait, j'ai tous ces acteurs qui sont avec des casquettes qui sont différentes, qui passent par des prestataires maintenant qui sont de plus en plus reconnus. En fait, on est mine de rien aussi un petit monde. Quand ça va bien, tout le monde le sait. Quand ça va mal aussi, voilà, on se parle et on se donne les contacts. Et du coup, moi, je n'hésite pas à mettre en relation, par exemple, les investisseurs Web3 ou pas Web3, en fait, tout simplement, avec des porteurs de projets en fonction des tests d'investissement de chacun. Ça, c'est une vraie expertise et c'est un vrai, en fait, je trouve que c'est
c'est super bien parce que tu arrives à vraiment bien délimiter, comme tu dis, la partie légale. Ouais. Donc, il y a des gens qui font du légal, c'est leur travail. Moi, c'est la partie compta, même Mm. si, entre guillemets, tu arrives à, comme tu dis, j'arrive à très bien comprendre quand ça est plutôt, quand un token, il va plutôt être, ça va être un utility, un security, parce qu'on comprend la structure, comment est-ce que ça va être articulé, etc. Mais tu fais bien le rôle de dire, OK, non, par contre, moi, mon rôle, c'est la compta. Mm. S'il y a du légal à faire, bah, vous pouvez traiter, et peut-être même, comme tu dis, je fais une mise en relation avec un avocat spécialisé, etc. Mm. Il y a des cabinets qui se lancent. On en a reçu d'ailleurs aussi sur le podcast, qui sont super, super intéressants et qui font aussi du très très bon boulot et qui ont aussi cet ADN que je retrouve avec toi, que vraiment bah, j'adore. C'est que, comme tu dis, euh, quand ils ferment l'ordinateur avec la casquette du pro, ils le rouvrent, ils se connectent à leur wallet et ils sont là en train de regarder, ils regardent un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le Web3, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les derniers tokens, Ouais. c'est quoi les nouveaux projets qui sont en train de pumper, etc., etc. Et c'est assez unique au final. C'est assez unique dans le Web3 d'avoir à la fois des gens qui sont acteurs et Mm. qui sont aussi passionnés, entre guillemets. C'est comme un. Enfin, vas-y, je te laisse enchaîner, vas-y. Bah, en fait, comme je le dis un peu souvent à des confrères ou consoeurs avec qui je discute, ne venez pas faire ça, en fait. Si vous prenez juste en tant qu'opportunité, c'est-à-dire, bah, tiens, il y a très peu d'experts comptables ou très peu d'avocats sur le sujet, allez, je me lance, bah, je vais gagner des sous assez facilement et je vais être reconnu comme expert très rapidement. Bah, tu vas, en fait, je tutoie facilement, mais tu vas te casser la figure très rapidement, en fait. Tout le monde va le savoir et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un monde qui est petit et surtout les mauvaises nouvelles vont encore plus vite que les bonnes nouvelles. Si tu es blacklisté, c'est fini pour toi. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, par exemple, des levées de fonds, enfin, sur des sujets de start-up, des levées de fonds ou des pharmacies ou je ne sais quoi d'autre, tu as toute la littérature qui existe. Okay. Donc, tu peux t'éduquer, te former, avoir quelques clients et devenir un expert et continuer comme ça et tu vois et continuer en crescendo. Là, le Web3, c'est un peu la jungle. Donc, si tu n'es pas impliqué ou tu n'es pas passionné, en fait, c'est compliqué. Je ne vois pas comment tu. Et j'ai eu malheureusement, du coup, enfin, tant mieux pour notre portefeuille dans le sens où on a récupéré un certain nombre de dossiers parce que justement, il y a eu quelques casses au passage dans notre profession de pairs qui sont lancés pour des mauvaises raisons. Voilà. Ouais, c'est vraiment. En tout cas, on peut pas. Enfin, c'est tellement un environnement qui aussi évolue tellement vite C'est ça. que si tu arrives, comme tu dis, juste pour dire, bon, OK, je vais proposer mes services de compta, je vais regarder quelques projets et ça va le faire, c'est pas comme ça qu'on va faire la différence. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir dire, Ouais. j'apporte 10 fois plus de valeur qu'un Mm. comptable normal, entre guillemets, et du coup, je me démarque, je me fais Mm. un nom. Et comme tu disais, du coup, j'ai la chance d'après de travailler avec des gros acteurs ou avec des acteurs aussi bah, qui t'inspirent et que tu peux Mm. choisir tes clients. C'est Ce n'est ça. pas le luxe de tout le monde. Exactement. Ouais. En ce moment, Voilà. j'ai. Non, je suis complètement d'accord. Ouais. Ouais, Euh, puis c'est après aussi, c'est un vrai skill aussi, parce que en fait, l'écosystème Web3, c'est un métier à part entière. Et je pense que du coup, toi, tu as les deux casquettes et tu as les deux métiers. La connaissance du Web3, la connaissance de la comptabilité. Et c'est très juste de dire, OK, c'est pas parce que tu es comptable que tu peux aller dans le Web3. OK, oui, tu vas faire la comptabilité, ça, tu sais le Mm. faire, mais il faut quand même apprendre ce que c'est que le Web3, il faut apprendre ce que c'est qu'un NFT, il faut apprendre ce que c'est qu'un métaverse, il faut apprendre ce Ouais. que c'est qu'une crypto-monnaie, il faut apprendre ce que c'est que la tokenisation, il faut apprendre ce que c'est qu'une DAO. Enfin, en fait, c'est un écosystème énorme, Mm. avec un jargon spécial, avec à chaque fois quelque chose de différent derrière chaque projet. Et avant de se lancer, il faut peut-être aussi se former et comprendre ce que c'est. Et toi, tu es là déjà depuis vraiment plusieurs années. Et Mm. c'est pas parce que moi j'arrive et je dis je veux faire comptable, je connais le monde de comptabilité, je peux aller me mettre dans n'importe quel secteur que je vais y arriver. Et c'est au même titre que les avocats. Vaut mieux prendre et travailler avec un avocat qui est spécialisé dans le Web3 parce que si tu prends un avocat qui est basique, je dis pas qu'il est Mm. basique, mais qui est bon dans son secteur d'activité, mais pas dans le Web3, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi bon quelqu'un qui soit spécialisé. C'est là où tu as vraiment une force.
C'est que tu as vraiment développé ce skill où tu t'es dit, bah, OK, moi, je suis bon dans la partie comptabilité, mais je vais level up en apportant encore la partie Web3 et vraiment félicitations à toi pour ce mindset voilà, global qui apporte de la valeur et des choses. Et justement, comment tu accompagnes? Alors, j'imagine que tu as aussi des entreprises dans le Web 2, pas 100% dans le Web 3. Comment tu accompagnes ces sociétés du Web 2 à passer dans le Web 3? Quelle infrastructure tu dois leur mettre en place pour la partie financière? Enfin, on sait que c'est quand même voilà, c'est nouveau pour eux. Est-ce que tu les accompagnes gentiment? Est-ce que est-ce que tu dois les forcer? Je sais que tu disais qu'elle te posait beaucoup de questions sur c'est quoi les crypto-monnaies? Parfois, ça pourrait m'intéresser. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et je pense vraiment qu'il y a un enjeu pour toi sur la partie comptable, parce qu'au-delà d'être un comptable, tu es une personne morale et de valeur aux yeux des entreprises et ta parole compte double. Donc, ça doit être vraiment pas facile tous les jours de pitcher le Web3 à des entreprises du Web 2. Et donc, du coup, comment tu arrives à faire ce pont Web 2, Web 3 et potentiellement les faire passer gentiment dans le Web 3? Comme je le disais tout à l'heure en amont, en fait, on est une profession réglementée et il y a des casquettes qu'on ne peut pas prendre, comme la casquette du conseiller en investissement financier ou quoi que ce soit. En fait, et si tu as des experts comptables qui font ça, c'est pas bien. Maintenant qu'on a dit ça, je fais pas du tout de forcing à qui que ce soit à mes propres clients ou aux prospects qui viennent. En fait, il faut que la démarche vienne du client. Ils savent, moi je suis très très exposé sur les réseaux sociaux, ils connaissent ma passion, ils connaissent mon positionnement sur les sujets, donc ils viennent assez naturellement, donc ces boîtes du Web 2, naturellement me parler de ces sujets-là. En termes d'outils, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si c'est quelqu'un de complètement novice, effectivement, il faut un peu le former sur les notions de wallet, sur les notions de sécurité, sur les cryptos qu'il faut prendre, ou enfin, j'ai pas envie de dire les cryptos qu'il faut prendre ou qu'il faut pas prendre parce que sinon on rentre dans le conseil en investissement financier. Mais voilà, effectivement, je serais, s'il vient et me dit, Houssen, tiens, j'entends parler du Shiba partout, j'ai envie de mettre un ticket. Écoute, je vais lui dire, écoute, si tu veux, tu peux le mettre, mais je serai toi, je ne vais pas le faire. Enfin, surtout avec la boîte de la Trésor ou surtout si tu es dans une optique long terme. Tu vois, donc, en fait, tout dépend de ces choses-là. Ensuite, ce qui se passe, surtout, et ça, c'est valable aussi sur les boîtes Web3, ce que j'ai, c'est que quand tu es en solopreneur ou tu es un founder, mais que tu n'as que des salariés et c'est toi qui gères un peu les paiements, les fournisseurs, les clients, toutes ces relations avec la partie finance, il n'y a pas vraiment de sujet, c'est-à-dire je te mets en place un wallet en fonction justement de tes compétences informatiques, de ton hygiène et de ton organisation. Je te propose diverses solutions pour justement faciliter l'acquisition, la conservation et éventuellement la cession ou le stockage plus tard justement de tes cryptos. Mais des problématiques peuvent se poser quand tu embauches une secrétaire, une directrice financière ou un directeur financier, un comptable, ou alors d'autres salariés qui vont s'occuper des paiements. Comment tu vas gérer tu ne peux pas donner ta clé privée à une personne lambda. Enfin, ce n'est pas vraiment une personne lambda, mais je veux dire, il faut avoir une vraie conscience, une confiance et surtout mettre en place des process de contrôle de gestion. Donc là, on n'est même pas dans le Web3, on reprend la vie traditionnelle, c'est-à-dire, comme pour la banque, c'est-à-dire, tu sais, tu as des autorisations de signature pour telle ou telle fonction. La même chose, tu mets en place, par exemple, un multisig avec ton directeur financier ou avec ta comptable ou ta secrétaire, pardon, pour pouvoir gérer les paiements fournisseurs, les éduquer, les sensibiliser sur ces sujets. Donc, c'est là-dessus aussi, en fait, tout dépend de la situation et l'organisation de la société. Et nous, on intervient justement sur cette partie conseil, sur ces clients Web 2 ou même Web 3, parce que souvent, les boîtes, quand elles démarrent, quand ce n'est pas des projets, quand c'est un founder qui démarre, il est seul et il lève des fonds, il se dit, tiens, je vais peut-être prendre une assistante virtuelle qui va gérer le paiement de mes factures. Alerte, monsieur X, il faut que on envisage de parler du multisig, qu'on envisage de parler de ci, etc. Il y a aussi des problématiques, si tu es malade, si tu es en vacances, parce que pour la banque, ok, il n'y a pas de souci, tu peux toujours gérer, tu as un SAV, mais si tu es complètement décentralisé, tu n'as pas de SAV. Et aussi, souvent,
là où j'attire vraiment l'attention, c'est que si tu es en full dématérialisé, ce qui va se passer, c'est que si tu envoies sur un mauvais 0x, c'est compliqué. Et on a beaucoup parlé de conseils d'investissement et aussi investissement trésor. Mais j'aimerais aussi insister sur un point, et là, du coup, je reprends un peu ma casquette de comptable, c'est les risques des placements en crypto et de manière générale. En fait, quand tu places de la trésor qui n'est pas excédentaire, enfin, il n'y a pas vraiment de règles excédentaires ou pas d'excédentaire. En fait, tu n'as pas vraiment quelque chose marqué noir sur blanc qui t'interdit de placer ta trésor en actifs numériques, en d'autres devises, etc. Ce qui va se passer, c'est du bon sens. Mais si tu places 80% de ta trésor alors que tu es censé payer, je vais vous donner un cas pratique, ça va être plus parlant. Je suis un prestataire de service classique et je génère du chiffre d'affaires tous les mois et en fait, je suis sous l'option de TVA annuelle. Donc, j'ai toute l'année qui va passer, je vais payer ma TVA au mois de mai N+1. Okay, donc, tu as 20% des sous qui rentrent tous les mois, mais qui ne t'appartiennent pas. Donc, toi, ce que tu fais, parce que tu es un maxi. Allez, on va prendre les Hollande parce que j'aime bien, et c'est un cas que j'ai eu qui a fait très très mal aux clients. Je continue à investir en Elrond ou je ne sais pas quoi. C'est 20% de TVA, je parle, qui sont censés être rendus. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans ce qu'on appelle abus de bien social. Donc ça, c'est un risque, abus de bien social ou abus ou faute de gestion du dirigeant. C'est des risques qui sont pénals. 5 ans d'emprisonnement max, 375 000 euros d'amende. Donc voilà, il y a cet aspect aussi à prendre en compte. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que c'est très bien de parler Web3, investissement, mais faut revenir aussi sur la partie sérieuse et chiante. C'est que ces gars-là ou ces dirigeants qui prennent 80% de leur trésor pour les placer sur un shitcoin et que ça casse la figure, les impôts, ils vont quand même venir te voir, te dire, abus de bien social, tu as mal géré ta boîte et tu vas quand même devoir cet argent. Très, très important de bien sensibiliser aussi les clients, le dirigeant. Et ce qui se passe, c'est que les dirigeants players, en fait, les purs players qui sont nativement Web3 ou qui sont devenus, qui ont un portefeuille assez conséquent à titre perso, en fait, des fois, ils se disent tout est permis sur la partie Web3. Donc, il y a également une éducation en plus. Tu vois, c'est là où j'ai la chance aussi de par le passé où j'avais des clients étrangers qui ne comprenaient rien, qui avaient des difficultés à comprendre la réglementation française et j'aurais été à leur place, ça aurait été la même chose où il y avait beaucoup d'éducation à faire, de formation. Là, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'entrepreneurs Web3, c'est des first entrepreneurs, c'est leur première expérience entrepreneuriale. Des fois, ils se lancent, ils n'ont pas de pack d'associés. Ils sont à plusieurs à se lancer. J'ai vu pas mal de boîtes se casser la figure parce que il y avait une mésentente entre associés pour une question d'ego, pour une question de positionnement, etc. Alors que le projet, il était génial. Donc, voilà, très, très attention à un certain nombre de choses sur lesquelles, du coup, on intervient sur ces aspects-là. Trop cool. Moi, j'ai une question qui me vient, là maintenant, quand tu parles d'accompagnement de sociétés. Est-ce que tu accompagnes toutes les sociétés qui sont francophones, c'est-à-dire éventuellement aussi belges, luxembourgeoises, je ne sais pas, canadiennes, etc. Et où est-ce que tu as des demandes dans ce secteur? On sait que donc tu n'accompagnes pas le B2C, ce n'est pas du tout ton objectif, et tu es vraiment B2B pur. Mais si par exemple la société elle est belge mais que le founder c'est français, est-ce que tu pourrais aussi accompagner? Si tu peux nous en dire plus par rapport à ton tri avant de travailler avec toi. Alors, c'est souvent le cas inverse. Je ne sais pas si vous avez un peu récemment consulté les derniers PSAN qui sont arrivés. Il y a beaucoup de PSAN de boîtes étrangères. De par ma double casquette, j'en ai un certain nombre aussi. Donc, en fait, c'est des founders ou des boîtes qui sont étrangères, mais qui gèrent la partie PSAN en France. Donc, ça, c'est typiquement, je rentre dans ma casquette Web3 et dans mon monde d'avant d'accompagnement de filiales françaises de groupes étrangers. Ça, c'est la première chose. Effectivement, et maintenant, pour revenir sur ta question, j'accompagne ces boîtes qui peuvent être francophones ou pas du tout francophones, hein, mais ça ne sera pas pour de la comptabilité ou pour tout ce qui est compliance. Parce que, en fait, chaque pays
a ses propres normes comptables. Et moi, je suis spécialisé, enfin un expert comptable français est spécialisé sur ces normes françaises. Aujourd'hui, il y a des boîtes à qui tu as les normes, je ne sais pas si vous êtes familier, mais il y a les normes IFRS qui sont appliquées pour les boîtes du CAC 40 ou pour des boîtes à l'international. C'est quelque chose que je pratique et que je pratiquais aussi beaucoup par le passé, où on peut sortir des comptes dans des formats différents, du coup, dans les formats IFRS. Mais là où moi j'interviens, du coup, j'ai un certain nombre de clients également qui sont étrangers, pas forcément francophones, mais pour des besoins de reporting. Donc, ils me disent, Houssen, on a des investisseurs, dans les pays où ils sont, ils n'ont pas forcément besoin de sortir une compta, mais ils ont quand même besoin de suivre un reporting pour les investisseurs, par exemple, pour suivre comment le cash est dépensé, combien de CA ils font, etc. Mais pas forcément besoin sur la partie légale, donc de rendre des comptes. Donc, c'est sur ces aspects-là que moi j'interviens, mais mon focus, comme je le disais un peu tout à l'heure, reste quand même les B2B français. Très clair. Au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment une grosse évolution du secteur Web3 liée à la blockchain, aussi un petit peu à l'IA, enfin même beaucoup à l'IA, mais de manière différente. L'IA aussi fait partie bien sûr du Web3. Comment toi, tu vois cet impact sur ton métier? L'impact des pratiques traditionnelles comptables qui sont en train de changer. Je prends par exemple la tokenisation qui apporte une facilité sur la digitalisation du registre des mouvements de titres pour tout ce qui est vraiment tokenisation de security token. Sur la partie aussi automatisation des levées, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et qui font évoluer aussi le métier de comptable. Alors, tu as de la chance, c'est que c'est déjà ton secteur d'activité, donc tu as un temps d'avance sur les autres. Comment tu vois cette évolution arriver? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis très très content de tout ce qui arrive. Moi, j'utilise quasi quotidiennement, en fait, pour revenir sur la partie IA, j'utilise quasi quotidiennement maintenant les outils IA. Et du coup, même pour la chaîne YouTube, j'ai utilisé un certain nombre d'outils IA pour pouvoir faire ces Trop bien. vidéos. Donc, moi, je suis excité. Je peux qu'inviter l'ensemble de ceux qui nous écoutent à s'y intéresser, à essayer de l'utiliser, que ce soit dans le monde du cabinet ou dans leur entreprise, parce que si vous attendez un outil parfait, il n'existe pas et potentiellement vous êtes en train de prendre du retard qui va être compliqué à rattraper. Après, effectivement, il y a déjà énormément en fait, tu sais, le dispositif électronique, je ne vais pas y arriver sur les initiaux, mais tu as le dispositif DEEP qui te permet d'enregistrer en fait les mouvements de titres sur la blockchain. C'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre de temps, depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises, et 17. Tu connais mieux que moi. J'aurais dit 2017, mais peut-être je me trompe. Parce qu'en fait, la loi Pacte, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place avec la loi Pacte en 2019. C'est pour ça que j'ai ça en référence, mais potentiellement à vérifier, en tout cas 2017 ou 2019, peu importe. Ouais. Donc, en fait, il y a énormément d'initiatives numériques qui se lancent ou qui arrivent ou qui existent. Et c'est une bonne chose pour la profession et de manière générale pour la finance. Totalement. Parce que, et on n'a même pas parlé de ça, mais il y a aussi la facturation électronique qui arrive dans 2 ans. Je vais communiquer sur le sujet et surtout sur les impacts que potentiellement peuvent avoir les acteurs du Web3 sur tout ça. En fait, nous, on a besoin de se réinventer aussi, de choisir aussi des nouveaux métiers parce qu'en fait, aujourd'hui, le business model d'un cabinet d'expertise comptable aux 3/4, donc à plus de 70%, c'est gagner des sous sur la tenue de la comptabilité. Elle va être quasiment automatisée à partir de 2026. Donc, il faut qu'on fasse du conseil, il faut qu'on cible des marchés différents. Et donc, ça passe justement, moi, typiquement, je suis passionné du Web3, j'ai choisi ce créneau-là. Mais demain, il y a des créneaux sur la RSE, il y a des créneaux sur la gestion de patrimoine. Justement, un gars qui fait un x100 sur le banque, comment tu vas le conseiller pour gérer son argent demain, tu vois. Donc, et ça, c'est pas l'IA qui va le faire. Donc, il y a des choses avec la casquette d'expert comptable à faire sur ces sujets-là aussi. Et donc, à se réinventer. Et non, moi, je suis très, très content. Mais par contre, ce qui est important, surtout vis-à-vis de la compta, moi, je dirais, c'est que je pense qu'il faut que l'autorité des normes comptables, elle bosse beaucoup sur le sujet. Où, enfin, les normes, il faut qu'elles s'adaptent aussi à la technologie. Aujourd'hui, par exemple, c'est souvent aussi l'exemple que je cite, c'est que
pour déduire comptablement des frais, tu es censé avoir un justificatif. Les gas fees qu'on utilise pour faire des transactions, que ce soit en DeFi ou autre, il n'y a pas de justificatif. Il n'y a pas de facture. Tu n'auras pas facture à Blockchain Explorer qui a envoyé une facture à Token Talker. Tu vois, donc ça n'existe pas. Et ça, potentiellement, c'est un risque en fonction du business model. Quand tu lances un smart contract avec un lancement de NFT, potentiellement, tu payes beaucoup d'argent pour lancer, pour minter tes NFT, etc., en fonction de la blockchain, ou alors même des royalties que tu récupères sans justificatif. C'est des sous qui rentrent quand tu fais tes ventes, mais tu n'as pas un justificatif à part donner un CSV, des royalties. Mais aujourd'hui, voilà. Donc, j'espère que des choses vont arriver incessamment sous peu pour nous permettre de mieux dormir aussi le soir, parce que c'est toujours des zones d'ombre qui pèsent sur nous et surtout sur le client au final. Parce moi, typiquement, c'est ce que je fais. J'informe le client, je lui dis, tiens, écoute, là, il y a une zone d'ombre. Moi, c'est comme ça que je le traite. Je le traite aussi comme ça avec les autres clients. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on contacte quand même l'administration pour avoir un avis? Si oui, sinon. Et même des fois, enfin, j'ai fait énormément de rescrits. La plupart du temps, ils ne répondent pas parce que même, ils n'ont pas la réponse. Et souvent, quand on a des clients qui sont en province, les impôts, ils bottent en touche, ils disent, tiens, on n'a pas, enfin, il faut qu'on voit avec la place parisienne, la direction nationale, machin. Et il y a des choses, voilà, ça avance pas et c'est comme ça. Et de toute façon, on aura toujours un peu de retard, mais on va quand même dans le bon sens. Ouais, comme tu dis, il y a des zones d'ombre au final. Toi, les administrations vers lesquelles tu te tournes dans ces cas-là, c'est qui du coup, c'est qui tes autorités entre guillemets de référence sur lesquelles tu peux aller poser des questions, demander peut-être de l'aide, etc. Il y en a plusieurs, il y en a qu'une. Comment ça se passe? J'arrive pas trop à situer en fait. Vers qui toi tu peux te tourner? En fait, tu as plusieurs cas de figure. Tu as l'administration fiscale. Donc, l'administration fiscale, elle est rattachée à ton lieu de ton siège social. Donc, moi, j'ai des clients partout en France. Donc, pour chaque société, j'ai une administration fiscale qui est différente. Donc, en fait, tu t'adresses à l'administration fiscale de ton client du siège social dans lequel il réside, en fait. Donc, tu n'as pas un contact précis là-dessus. Ensuite, tu as aussi des acteurs comme la DAN qui nous aident sur un certain nombre de choses, justement, avec l'AMF, avec les différents greffes, avec l'autorité des normes comptables, pour essayer d'avancer les choses, mais on n'a pas un acteur, on n'a pas une administration qui on peut appeler pour dire, tiens, je ne sais pas comment gérer sur un NFT, est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu peux est-ce que tu peux donner une position? Parce qu'en fait, le risque aussi, c'est quand ils mettent par écrit une réponse, ça les engage. Ils ne peuvent plus revenir dessus aussi. Tu vois. Donc, quand ils disent, oui, alors ce NFT-là, tu vas le traiter comme ça, on est tranquille. Sauf que potentiellement, il s'est basé sur rien, c'était juste son interprétation. En général, ils ne font jamais ça, hein, mais je prends exprès l'exemple un peu tiré par les cheveux. Mais voilà, ils ne se positionnent pas, mais si jamais ils se positionnaient, ils engagent un peu leur responsabilité aussi. Oui, 100%. Ouais, parce qu'après, il se décharge en répondant pas ou en disant on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est encore plus, ça doit être encore plus challengeant. Si comme tu dis, chaque siège social, au final, a sa propre administration, etc. C'est-à-dire que tu n'as même pas un interlocuteur, ça veut dire que tu as potentiellement toutes les villes de France qui peuvent avoir une administration différente, entre guillemets. Donc, mais alors là-dessus, c'est valable aussi dans le Web 2, mais bon, quand il y a de la littérature, il n'y a pas sujet à interprétation. Mais souvent, par exemple, un sujet qu'on voit, on va pas trop rentrer dans le détail, mais sur le sujet de la fiscalité des particuliers, tu peux faire un rescrit fiscal pour dire est-ce que tu es trader pro ou pas. Tu peux l'envoyer dans une administration fiscale, je ne sais pas, à Lyon, versus tu envoies le même à Biarritz ou à Nice, potentiellement, tu auras une réponse différente. Ah ouais. Pour la même chose. Hein. Voilà. Donc, sur qui tu tombes, sur comment ils ont pris, voilà. Parce qu'il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de texte. Donc, c'est sujet à interprétation. Ah ouais.
Ouais, c'est pour ça qu'on se repose sur des comptables. Comptable, avocat, notaire, voilà. Ouais, L'idée, c'est. En fait, nous, notre job, c'est du coup de faire notre job et que vous ouais, occupez, vous vous concentrez sur la partie business. C'est pas à vous de vous occuper, est-ce que fiscalité, pas fiscalité. Par contre, il faut se poser la question parce que demain, potentiellement, peut avoir un impact important sur votre trésor, votre compta. Mais il faut se poser la question. Mais encore une fois, voilà, une fois que la question est posée, traitée, vous occupez, en fait, comme je le dis, en fait, votre job, c'est de vous concentrer sur comment faire évoluer la boîte, comment ramener des sous. Voilà, et nous, c'est assurer vos arrières, en fait, tout simplement, avec les différentes parties prenantes. Et dans l'expert comptable, on fait également partie. ouais, et vraiment, au même titre que tu le disais très bien, par exemple, les avocats aussi, hem, il n'est jamais assez tôt pour vous consulter, ces corps de C'est ça. métier-là. C'est plutôt de l'inverse. C'est plutôt des fois où on le consulte, en fait, c'est trop tard. Il y a des Ouais, choses qui ont été mises en place et en fait, qui ne sont pas les bonnes, qui ne fonctionnent pas à cause du business ou à cause de X ou Y raison et pour prendre du conseil, en tout cas, il n'est jamais assez tôt, même si c'est un business qui est que dans un coin de notre tête et qu'on a ouais. l'idée de le lancer. En fait, on peut avoir ce syndrome de dire: «Ouais, let's go, je suis entrepreneur, je lance des projets et cetera». C'est Hum, cool, mais ce qui est encore plus cool, c'est d'avoir un projet qui est carré depuis le début c'est ça. et qui, en tout cas, ne se fait pas, killer, ne se fait pas tuer par une erreur d'aiguillage, au niveau comptabilité ou légal, et cetera, quoi. J'ai eu, c'est une très très bonne remarque et du coup j'ai une anecdote enfin plusieurs, mais le contexte est justement au précédent bull run, au moment où je me suis lancé. En fait, j'avais énormément de boîtes qui étaient venues me voir après avoir lancé leur drop de NFT. Ils avaient déjà plus d'1 million d'Ether euh, dans le wallet. Mais je dis la boîte, mais la boîte elle n'existait pas en fait. Donc il y avait un gars, il y avait deux trois gars, il y avait voilà. Donc il fallait cleaner tout ça. Donc, appel à un avocat pour le légal, fiscaliste pour gérer la partie perso, ensuite le comptable pour gérer la partie. Et je peux mettre ma main à couper que ça va repartir aussi au prochain bulle. Donc, pour ceux qui nous écoutent, et je pense que ceux qui nous écoutent sont déjà très très sérieux, évitez ça en fait, tout simplement parce que ça va plus vous coûter, enfin ça va vous coûter plus cher que de vous structurer dès le départ, en fait. Et souvent, là, on pense aussi un peu à l'avocat très rapidement et on se dit, écoute, bon, la compta, c'est dans un an. C'est une erreur aussi parce que, honnêtement, on s'adapte. En tout cas, par exemple, chez Odol Consulting, c'est ce qu'on fait. On s'adapte, en fait, à l'évolution du client. S'il démarre, forcément, ça ne va pas être le même prix. Si pendant sa phase de développement de son protocole DeFi, il est juste en train de développer, ça ne va pas être le même prix que quand il sera live. Tu vois ce que je veux dire? Ah Donc, oui. en fait, ça a du sens. Il ne faut pas se dire, non, il va me coûter cher ou il ne sert à rien parce que c'est un mauvais choix. Potentiellement, on peut aller récupérer, on n'a pas parlé de ça non plus, des dispositifs de faveur, en fait, dans tout ce qui est jeune entreprise innovante, aller récupérer des crédits d'impôt. Et ça, si vous n'avez pas de comptable, expert comptable, déjà, je ne pense pas que le légal, sauf s'il a vraiment une appétence sur la partie financière, et auquel cas il pourra vous conseiller, mais c'est plutôt l'expert comptable, le comptable, le collaborateur comptable, le cabinet qui pourra vous guider parce que lui, il est là au quotidien, il connaît votre business, il connaît vos problématiques. Et enfin, pour moi, je prêche à ma paroisse, hein, mais en gros, on est souvent considéré comme les bras droits du dirigeant. Et moi, c'est là-dessus aussi que je me suis positionné. En fait, la compta, pour moi, ça reste de l'accessoire. Une fois qu'on a paramétré, c'est cool. Mais demain, si tu me dis, Houssen, j'ai envie d'investir dans une Tesla, j'ai envie de monter une holding, j'ai envie de m'associer, c'est quoi les impacts? Comment je fructifie ma trésor? Comment je lève des fonds? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un à me présenter? Est-ce que tu ne peux pas m'accompagner sur ces KPI? C'est ces trucs-là qui font que justement, on ne va pas disparaître en 2026 avec la facturation électronique. Tu vois. Et s'il y a des confrères ou consoeurs qui sont là, ou alors justement des cabinets qui ont un business model complètement tourné sur juste sortir les comptes et récupérer un maximum de clients sans zéro conseil, voilà. Eux, je pense qu'ils sont mal partis. Bon, s'ils sont dans un stade très avancé, why not? Mais si c'est un jeune qui démarre
son cabinet et qui est dans cet état d'esprit, bah, il démarre très très mal. Ouais, en tout cas, je valide à 100% ce que tu dis et tu as raison de prêcher ta paroisse parce que c'est la vérité. Un bon comptable, en tout cas, moi je le vois, c'est aussi de la tranquillité d'esprit pour les personnes, d'avoir quelqu'un avec qui on peut juste, comme tu dis, bah, poser des questions, avoir du conseil. Ça fait partie d'une bonne équipe, entre guillemets. Voilà, tu as un bon comptable, tu as un bon avocat, entre guillemets, tu as un bon médecin. Après, ça, c'est pour du perso, etc. Mais je veux dire, ça fait toujours un petit peu partie de la dream team qu'on a envie d'avoir. Et on sait que quand on a une bonne team avec lesquelles bah, on s'entend bien, on bosse bien et les personnes, elles sont compétentes, ça donne beaucoup plus de, comment dire, ça donne plus de solidité, entre guillemets, au projet. Et on se dit, OK, bah vas-y, on peut avancer, entre guillemets. C'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer, en tout cas. Il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, on est solide sur les appuis et on peut avancer. Tout à fait. On arrive gentiment à la fin du coup de cet épisode, Houssen. C'était vraiment incroyable. On a vraiment papoté. Ça fait déjà 1h15. J'ai pas vu le temps passer. Je pensais que ça faisait 30 minutes. On a pour habitude de laisser le mot de la fin à notre invité. Ça peut être rebondir sur quelque chose dont on a parlé. Ça peut être parler de quelque chose dont on n'a pas parlé, un petit mot. Ça peut être un mantra, une phrase qui t'a aidé ou qui t'aide au quotidien, quelque chose que tu as envie de transmettre personnellement. Tu as carte blanche. Yes. Bah, écoutez, en fait, je vais bah, déjà vous remercier pour m'avoir laissé l'occasion d'évoquer mon métier et comment je peux aider les entrepreneurs du Web3. Mais surtout, je reviendrai en fait sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment une recommandation. Et vous pouvez même venir me voir gratuitement, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir pour vous aider sur cette partie-là. Ne vous lancez pas, ne faites pas des actions. Enfin, si vous êtes plusieurs, essayez de baliser qui fait quoi par un pacte d'associés, par quelque chose. Enfin, ne lancez pas juste, ne vous lancez pas à l'aveugle. Honnêtement, pourquoi je dis ça et j'insiste là-dessus parce que j'ai vu vraiment des beaux projets cracher et ça m'a fait beaucoup mal au cœur de les voir cracher juste parce que les associés ne s'entendaient pas. Alors que les projets étaient magnifiques. Et ensuite, bah, essayer de sécuriser au plus vite tout ce que vous pouvez sécuriser en fait parce que potentiellement ça risque de vous coûter vraiment très cher de venir structurer et en fait c'est un message surtout pour le bull qui arrive, le halving qui arrive, c'est voilà ok, focus business, on veut tester, mais si vous êtes sur un bon créneau, à la limite, il y a beaucoup de façons ensuite de gérer. Si jamais votre projet ne marche pas, il y a beaucoup de façons de gérer ce que vous avez mis en place que de lancer à l'aveugle. Et si sur un malentendu, vous avez fait plusieurs millions, ça va être beaucoup plus compliqué de les régulariser. Voilà. Ok, on est d'accord. Ok, super. Bah écoute, génial. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour la valeur que tu as apportée. On va mettre tous les liens pour te retrouver, ton LinkedIn, la chaîne YouTube aussi, qui est en train, qui va avoir beaucoup de succès. C'est qu'il y a déjà beaucoup d'épisodes qui sont dans la boîte et du coup qui vont arriver. Donc, et comme tu disais, vous avez fait le choix aussi d'expliquer d'une façon assez visuelle qui va aider beaucoup de personnes, je pense, à comprendre des concepts. Donc en tout cas, on encourage tout le monde à aller voir ce travail-là et de contacter du coup Houssen si vous avez des questions, si vous avez voilà, quoi que ce soit, d'aller se connecter, d'aller poser des questions. Ça coûte rien et ça peut sauver des projets et du temps aussi. Yes. Merci à vous. Bravo pour toi. Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao et à très vite.